Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 8 sur des réparations de machines au Vox. Et aujourd'hui, je m'attarde particulièrement à la Hang-On, car ça fait longtemps que j'ai un problème avec que je veux régler. Oh mon Dieu, mais comment? Et je dois le faire maintenant parce que demain, j'ai 5, si c'est pas 6 machines seulement pour le salon de l'auto. On va avoir un kiosque au salon de l'auto. Ça va être awesome pour toute la semaine. Et on privilégie le prêt de machines de course. Il va y avoir la Stud Runner, la Outrun et entre autres la Hang-On. La Hang-On, son plus gros problème, c'est que le break ne marche plus. Alors, je fais un input test et on voit que le break ici, là, quand j'appuie dessus, OK, il y a le potentiomètre qui s'active là et il n'y a rien qui se passe. Mais si je tourne à droite, ça va bien. Mais si je tourne à gauche, vous voyez la valeur qui passe de 40 à 80? Bien, ça, c'est pas normal quand on tourne à gauche que ça break. Et ça m'agace au plus haut point. Ça fait vraiment longtemps que je veux prendre le temps de déboguer ça. Alors, j'ai étudié les plans, je suis arrivé en arrière, j'ai vérifié tous les connecteurs, toute la couette en me disant, y a-t-il un court-circuit? Y a-t-il un coincement à quelque part? Non. Et là, j'ai remarqué que tous les potentiomètres étaient shortés, chacun des fils un à l'autre. Mais que si je dépluguais la couette d'input, il ne l'était plus. Alors, je suis allé derrière la machine et j'ai pu retracer que toute la couette d'input se passe par ici et arrive là. Et j'ai remarqué que, justement, si je regarde là, ça c'est le connecteur G sur la ligne B. À l'arrière, il y a sur la pin 2 et la pin 5, les pins pour le brake et le virage à gauche. Et le voilà. Et en suivant les plans, en fait, ça se fait pratiquement au doigt, j'avais même pas besoin de suivre les plans, ça passe par les 4 condensateurs qui sont ici et ça se rend dans le TC4051 BP qui est là. Alors, ce que j'ai fait un petit aller-retour rapido chez nous parce que des PCB de Hang-On, j'en ai 2 en stock qui sont non fonctionnels, mais qui servent pour des pièces. Alors, j'ai ramené un des stacks. Ça, c'est le stack uniquement de tout ce qui est Sprite et Logic. Il y a un deuxième stack de 2 boards pour le son. Et dans celui-ci, dans celui-là, ce que je viens de faire, je viens de retirer justement le fameux 4051 qui est juste là. Et je l'ai extirpé. Je l'ai ici. Et j'aime bien faire la méthode qu'on appelle le piggybacking. Alors, à certains moments, c'est possible qu'il y ait certaines pièces comme ça qu'on est capable de juxtaposer et que ça fait office de semi-socket, mais on est capable de mettre la pièce par-dessus comme ça. Et qu'est-ce qu'on a maintenant si j'appuie sur le brake? Ah, j'ai mon brake et si je vais à gauche, mon brake n'est pas activé et j'ai mon accélération qui fonctionne. Alors, toutes mes inputs marchent. Holy! Il me reste à peu près une demi-heure avec mon chiffre commence. Donc, j'ai une demi-heure pour enlever le stack de PCB qui est là, dessouder l'ancien chip, mettre un socket et mettre la nouvelle et on teste. Qu'est-ce que ça dit? On va voir ça dans pas longtemps. C'est vraiment ce que j'appelle l'électronique de brousse parce que je ne suis pas capable de retirer le PCB parce que l'alimentation est directement connectée sur le board. Normalement, il y a un connecteur pour ça. J'ai des connecteurs sur mes boards de Hang-On de spare, mais j'ai pas le mâle, j'ai juste la femelle. Alors, je vais laisser ça de même pour l'instant et je peux montrer que ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à faire un dessoudage de qualité et je suis même enfin prêt à mettre le socket et la pièce et on remonte. C'est beaucoup d'étapes, mais on y est arrivé. Alors, le socket est mis avec le chip dedans. Alors, on va mettre du jus et puis on va se mettre en mode test et puis on va peut-être célébrer ou non. Qui sait, la loto de l'électronique, ce qu'elle nous réserve. Ah, une coupe de 25 cents dans la porte, c'est ça qu'elle nous réserve. Input et test. OK. Oh yes! On a le brake. Et quand on va à gauche, ça n'affecte pas le brake. Excellent. Et on a le gaz. Excellent. Oh, c'est cool. OK, on réassemble le guidon puis on teste là, vraiment en gameplay. La place est devenue quand même passablement vide depuis le déplacement de 6 machines au salon de l'auto. Alors, on a essayé de redispositionner un peu la pièce du mieux que possible. Alors, bientôt, je vous montrerai carrément des images au salon de l'auto du kiosque et des voitures particulièrement extraordinaires qui se trouvent sur place. Mais là, je suis rendu à remettre encore et toujours de l'amour sur la Creature from the Black Lagoon parce que je suis vraiment tanné du problème de GI qui n'allume pas en bas et en bas. En bas d'en haut et en bas d'en bas. Alors, on se rappelle que j'avais refait le connecteur, oui, non?
le connecteur qui se trouve à peu près juste ici et qui, lorsque... C'était vraiment pas le meilleur système, ça, hein, le système de clipping de même. Le connecteur ici, que quand on joue avec, ça allume et ça éteint. Vous en rappelez? Bon, ben ça veut dire que c'est pas nécessairement le connecteur le problème, mais bel et bien les pins qui sont derrière, les mâles. Alors, on va déconnecter le, le Solenoid Power Driver Board et on va aller à l'arrière et on va refaire toute la section de connecteurs ici. On voit que ces connecteurs-là avaient déjà été changés. Est-ce que c'est moi qui avais fait ça à l'époque? Je ne me rappelle plus. Parce qu'à l'époque, j'avais changé ceux-là, en fait. Ça, c'est pas mal plus. Ça, je me rappelle avoir changé là. Mais ceux-là, non. Alors, et je me rends compte aussi que j'ai vraiment un pad de ground extrêmement décollé ici qui a de la difficulté. Alors, on va dessouder et on va carrément en remettre un neuf. Voilà, c'est fait, c'est changé. On est maintenant prêt à réinstaller. Ça va faire du bien! Quelle satisfaction que d'avoir pu ramener l'intégralité à nouveau du GI dans la machine. Ah, ça faisait vraiment pitié, là. Alors là, je suis vraiment content et il reste encore plusieurs LED à venir installer dans le playfield et dans le GI. J'aimerais faire ça là, mais sauf que c'est vraiment la Tales from the Crypt qui a besoin d'amour en ce moment, là. Elle aussi, elle fait pitié. Oh là là, je sais plus où donner de la tête par moment. Alors oui, la Tales from the Crypt, on va y donner un nettoyage, puis dans le meilleur espoir, être capable de faire la Sword of Fury aussi. Bon, paraîtrait que sur la Double Dragon, le joueur de droite, on n'est pas capable d'aller par en haut. Alors, on va voir ça à l'instant. J'ai dit joueur 2. Allez, une bonne petite torgnaude sur notre copain et sur les vilains. Bon, en effet, si je vais vers en haut, il se passe rien. Si je vais en bas, ça va. Gauche, droite, ça va. Lui, ça va. Jump, pas très responsif. Et, ok, ça fait que j'ai pris soin de déclipper le control panel par en dessous. D'avance. Bring, bring, bring. Et on va voir un peu ce qui se passe en dessous. C'est très rare que j'ai eu à travailler sur la Double Dragon. Alors, on va découvrir un peu en même temps qu'est-ce qui se passe en dessous du panneau de contrôle. Et, ben, déjà là, je vois que il y a des bagues de serrage qui ont été vraiment malmenées. Alors, on va s'occuper de revisser les bagues de serrage adéquates. Hey, mon Dieu, celle-là, elle vissait presque plus sur rien. C'est pas vraiment un problème parce que la gravité faisait son œuvre et le bouton était maintenant en place, mais c'était quand même important qu'il y ait un certain... Hey, mon Dieu, Seigneur, j'étais vraiment dû pour venir mettre un peu de temps. Toutes les bagues ont besoin d'être resserrées. C'est fou! Voyez-vous le jeu que ça faisait? Allez! Il y avait du jeu là-dedans. Ici aussi. Alors, les bagues en action. Et on va bientôt tomber sur le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi ça va pas jusqu'en haut. Alors, si on allait en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah! Là, il va en haut. Alors, j'ai l'impression que c'est juste les connecteurs ici qui étaient un petit peu lousses, qui étaient un peu déconnectés parce que franchement, un simple resserrage sur la crimp semble être suffisant pour que notre personnage retrouve sa mobilité totale. Ok, ça c'est cool. L'affaire que j'aime vraiment pas dans la vie, c'est quand quelqu'un fait des tie wraps et coupe pas les excédents de tie wrap. C'est complètement un phénomène OCD à moi. Alors, on va faire un petit ménage là-dedans. Mais sinon, je pense que ça va juste être ça. C'est très succinct comme réparation. Si ça pouvait toujours être comme ça. Prochaine étape, paraîtrait que Player 2, le piton ici et là. Attends une minute, voir. Ouais, il faut que je rajoute des crédits. Bon, on va faire ça. Alors, paraîtrait que le piton, lui ne fonctionne pas. Je suis en mode spamming the button. On start une game. Ah, il y a vraiment trop de menus dans les King of Fighters à un moment donné, là.
Ah, tu vois, à cause que les pitons ne fonctionnent pas, je ne suis même pas capable de partir la game parce que je ne suis pas capable de sélectionner mes bonhommes. Alors, pour être capable d'y avoir accès à ce panneau de contrôle, je dois dévisser les vis de chaque côté des panneaux, car ils font office de finition. Et en les retirant, je vais être capable de dévisser le panneau. Ben, je crois que ça sera pas très difficile d'identifier le problème. Alors, comme vous voyez, j'ai défait les panneaux. Après ça, il y a deux vis ici qui retiennent le panneau de contrôle. Alors, on va y remettre sa petite crib, mais je la trouve un petit peu mollassonne. On va y donner juste un petit coup, là, comme ça, de paire de pinces pour que la poigne soit une petite affaire plus ferme. Juste pour dire, parce que ça arrive avec le temps. Là, on sent que... Ah ben écoutez, j'ai pesé tellement fort que le piton il a sorti par l'autre côté, parce que c'est les boutons qui ne font que clipper dans la pièce. Il n'y a pas de bague de serrage comme on a pu le voir dans la Double Dragon. Alors, ils ne sont que déposés. Et bref, le mieux, ça serait de faire ça à deux mains et de le soutenir par en dessous. Alors, je vous reviens quand c'est fait. Alors, si on se met un petit peu de lumière, non seulement j'ai remis en place chacun des connecteurs, mais j'ai vraiment pris soin de vérifier chacun des autres connecteurs car c'était extrêmement facile de les retirer à la main. J'avais juste à faire un petit poup et ils s'en allaient. Alors, c'était qu'une question de temps avant que les autres se mettent à se déconnecter à force d'usage. Donc, j'ai passé chacun des connecteurs pour leur redonner un petit serrage supplémentaire parce que ça, c'est des kits de harnais qu'on achète directement de l'Internet qui arrivent déjà tout fait. Mais faut pas nécessairement plug and play ça comme si de rien n'était. Faut prendre le temps de resserrer, sinon sur le long terme, ben ça tient pas. Là, j'ai juste fait un joueur. En tout cas, anyway, passons au prochain problème qui... Oh là là, pauvre petite bébé Hang-On. Bébé Hang-On qui revient du salon de l'auto. Elle n'a plus aucun throttle. Ça tourne dans le beurre. Alors, il y a eu tellement d'enfants qui ont passé sur cette machine-là. Ah, pauvre petite bébête de 1985. Bientôt 40 ans. Alors, elle va fêter son 40 ans et je crois qu'elle ne s'attendait pas à manger une claque comme ça. En plus, la manette est en train de sortir. Regardez, il n'est pas supposé avoir un jeu comme ça. Le monde a tiré sur les manettes. Il y a un travail tout simplement incroyable à mettre sur le guidon en ce moment. Les machines revenues du salon de l'auto, la Hang-On est clairement celle qui l'a eu le plus difficile. Les petits-enfants n'ont pas été doux avec les guidons. Alors, si on se dit ne serait-ce un petit ajout de crédit puis un petit départ de game, ben vous remarquerez que la moto ne va pas beaucoup plus vite que 70 km/h ou 80 parce que le câble est complètement débarqué. Et aussi, le guidon est franchement très sensible et il va vers la droite. Alors, j'ai un ajustement de potentiomètre à faire pour aller de gauche à droite et j'ai à remettre le câble en place. Et ben, les vis de maintien du capuchon qui sont juste ici, eux aussi ils ont la vie dure et je crois qu'il m'en reste juste une sur les 6. Ouais, je crois qu'à l'origine il y en a 6 et là il m'en reste qu'un seul. Super! Ok, ça fait que... Est-ce que je suis capable de tout faire ça d'une main? Non. Alors, je vous reviens. Bon, alors, on a carrément affaire à un câble de gaz, une ligne de throttle de cassé qui s'en vient ici, à l'intérieur, et qui est accessible en dévissant à l'aide des bonnes vis. Robertson, where did I put my OK. Alors, c'est à l'aide de bonnes vieilles vis Robertson qu'on va être capable d'accéder. Là, en fait, il faut que je dévisse l'écrou avant. Il faut que je retire la poignée. Bref, on démonte tout ça. En enlevant la première moitié qui vient ici, on est capable d'accéder au câble qui, lui, normalement, vient se positionner là. Et c'est, oui, le câble de gaz qui sort par là et qui s'en va ici. Et que là, normalement, on tire là-dessus et ça entraîne ça et ça l'a pété ici. Bon,
après quelques jours, je suis enfin de retour sur le guidon de la Hang-On et j'ai mon ami Serge Brunel qui travaille chez Demers Vélo, Demers Bicycle, et il a été capable de me trouver le câble nécessaire pour régler mon problème de manette de gaz. Alors, il me fait un câble avec une pesée à un bout, alors ça va, et pour l'autre bout, c'est en fin de compte une autre pesée, mais qui a une espèce de petite vis clé Allen. Alors, ça permet de dévisser le câble et ça va me permettre de le mettre à la bonne longueur et surtout de pouvoir passer le fil à travers l'assemblage de métal ici, le câble là, l'intérieur de cette armature ici, passer là et venir passer ici, s'insérer là. Alors, on voit ce que ça donne une fois qu'on a réassemblé. Jusqu'à maintenant, ça s'est tout de même assez bien passé pour passer le câble à l'intérieur du bloc ici avec sa pesée, à l'intérieur du câble ici et qui s'en va jusque là. Mais j'ai quand même eu à enlever un tour de fil parce que le diamètre était une petite affaire trop grosse pour le guide original. Alors bon, c'était quelque chose qui a retardé un petit peu. Alors là, je suis rendu à vraiment trouver la bonne longueur pour être capable d'activer le gaz. Alors on voit ici que j'ai quand même pas mal de jeu d'un côté et de l'autre. Évidemment, tout ce mouvement-là n'est pas utilisé, mais je vais me mettre au maximum ici pour ce qui est zéro input de gaz et c'est vers le bas ici que ça va gager la quantité maximum de gaz qui, en fin de compte, si on voit là, ça vient activer le potentiomètre du bas. Alors, ça va s'arrêter là. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre la fameuse petite pesée que j'ai ici, la mettre à la bonne place et après ça, je vais pouvoir couper l'excédent de câble. Dans le menu Input, étrangement, il faut utiliser la poignée pour voir si on peut aller dans le menu test, si on veut aller dans le menu Input, il faut utiliser la poignée. Alors, c'est un bon signe que ça marche quand on appuie sur test pour aller dans le menu et que c'est mal fait. OK. Bon, OK. Alors, si j'utilise la manette, on voit que la pesée a été installée et que on va très bien de 0 à 90. Alors, on a une poignée de gaz à nouveau fonctionnelle. Testons voir. Alors, côté accélération, tout se passe bien. On peut enfin atteindre la limite maximale d'environ 276 km/h. Particulièrement content d'avoir enfin réglé ça. Il reste en fin de compte à régler l'ajustement du steering parce qu'on va vraiment trop facilement à droite et c'est un problème. Mais sinon, super win. Merci Serge. Une toute nouvelle venue sur le plancher. Alors, j'ai eu une occasion de pouvoir récupérer un cabinet Clax et ça pour une bouchée de pain. Alors, c'est très difficile, je trouve, en ce moment, d'être capable d'avoir un cabinet fonctionnel complet pour 350 $. Et en plus, c'est mon ami Gabriel qui est allé le chercher pour me le livrer. Merci beaucoup, Gab. Alors, j'ai pu régler ça tout à distance parce que j'étais à Chicoutimi quand il est allé chercher ça. Lui, il est allé chercher une Batman de Stern, Dark Knight Pinball, que j'ai remis sur pied, mais ça, c'est une autre histoire. OK, Clax. Faisons, écoute, ça va faire déjà une semaine qu'elle est sur le plancher, c'est pas une semaine et demie. Et c'est la première fois que j'ai vraiment du temps pour me reposer, puis en parler, puis l'évaluer. Alors, on peut voir entre autres que c'est une ancienne machine de Mira Amusement qui est à Montréal, qui était une compagnie sensiblement compétitrice à Alouette du temps que c'était ouvert. Mira, c'est eux que j'ai entre autres déjà acheté un Playfield de F14 Tomcat pour 100 $, genre en 2007, qui était tout populated, c'était nice. Et puis un sticker jeu gratuit. Alors ça, c'est les deux autocollants qui d'emblée vont être enlevés très rapidement. J'ai un beau speaker complètement à nu ici et défoncé. Alors je crois que ça va faire du bien que je le change, et j'en ai plusieurs en stock, et que je mette une petite grille. Ça aussi, je crois que j'ai une petite grille en stock. Sinon, l'écran est quand même pas si mal, mais on voit vraiment des problèmes de convergence, comme par exemple, vous voyez ici, il y a vraiment des problèmes où ce que le verre, entre autres, est décalé. Ben, pas le verre, mais on s'entend, c'est comme... oui, le verre, c'est ça, le verre est décalé.
It is the 90s and it's the time for clacks. Et ça me fait bien rire quand même ce jeu-là parce qu'il y a quand même une histoire assez intéressante derrière ce jeu-là. OK, on s'entend, milieu 80 et tout, il y a l'apparition de Tetris, jeu designé par Alexei Zaipatchinov, un russe qui n'aura pas touché les royautés de son jeu avant vraiment très longtemps, vu que ça a été développé en CCCP, hein, en Union soviétique, et c'est très communiste. Et bref, il y a un film Tetris qui sort très bientôt là-dessus qui va faire l'histoire, qui va dévoiler l'histoire au grand jour de tout ça. Alors, je trouve ça très bien. Je trouve ça très intéressant. Je ne pensais pas que Tetris pourrait être d'actualité encore après toutes ces années, mais il semblerait que oui. Alors, Nintendo puis Atari se sont battus beaucoup pour les droits de Tetris. Et puis, finalement, c'est Nintendo qui a comme sensiblement pas mal gagné car c'était le jeu qui était inclus avec le Game Boy Classic. Et Atari, c'est eux qui l'avaient sorti dans les arcades, Tetris, pendant longtemps. Et là, j'ai l'impression que quand ils se sont fait peut-être dérober, là, c'est des suppositions, je ne sais pas tout exact, j'ai hâte de voir le film. Mais on dirait qu'ils s'étaient dit, il y a un marché pour ça. Hein? Les gens aiment déplacer des formes géométriques colorées et les empiler de manière à ce qu'ils disparaissent. Ils aiment ça. Comment qu'on peut capitaliser là-dessus? On va mettre 2 gars là-dessus pendant quelques semaines et on va leur dire de nous pondre un jeu. Clax. Clax qui est, selon le concepteur du jeu, le bruit que la tuile fait quand elle avance vers toi. Alors, le Clax, c'est un concept vraiment qui a comme décidé de prendre Tetris, mais de le mettre en pente. Alors, au lieu que ça tombe du haut à la verticale, orienté par la gravité, c'est comme si les tuiles avançaient non pas sur un tapis roulant, mais pas loin, lentement vers toi. Et toi, tu es un petit paddle qui peut empiler les tuiles de manière à faire une stratégie pour éventuellement les dropper dans les 5 petites cases ici. Alors, on a évidemment le beau petit tutoriel en entrée parce que c'est pas un jeu nécessairement très évident. Et regardez à quel point sur les côtés, ils prennent soin de montrer exactement c'est quoi toutes les différentes combinaisons qu'on peut faire avec le jeu en fonction et dire combien de points mérite chacune des alignements. Comme par exemple, faire 5 d'une ligne, c'est très difficile. Il faut en mettre 2 d'un bord, 2 de l'autre et mettre la dernière dans le milieu et on en fait 5. Visuellement, le jeu est beau, il est très années 80, et c'est quand même assez design. Les contrôles sont assez simples. On attrape la tuile avec notre petite tile et si on ne le fait pas, elle tombe dans le puits et on a un certain nombre de tuiles qu'on peut se permettre de perdre avant d'être game over. Et avec la manette, on peut décider de faire avancer les tuiles plus rapidement ou non. C'est vraiment comme dans Tetris. Alors, si elle est proche, on peut lui donner une petite tape pour la reculer. Si elle est trop loin et on veut qu'elle arrive rapidement, on peut lui donner la faire accélérer. Alors, c'est quand même assez Tetris. Hein? Faut pas se le cacher. C'était on a budget, faut faire ça en quelques semaines. Et ils sont parvenus parce que ça a été quand même un gros succès. Ça a vraiment pogné. Ça a été porté sur un paquet de plateformes. Alors, le pari était bon. J'ai envie de dire que, il y avait même des t-shirts Clax, comme Stun Runner. Atari était fort à vouloir faire des t-shirts quand même. Alors, on peut avoir, je sais pas si ce serait drôle d'avoir un t-shirt Clax, parce que le logo, il est comme drôle, là, la main là, qui veut comme représenter le K de Clax, dans le style un peu comme les body gloves, là, les maillots de bain des années 80, là, qui est très moulant, là, il y avait comme une espèce de main comme ça en silhouette. Anyway, on se le cachera pas, ça restera pas une Clax. Ça va changer parce que c'est cool, mais pas assez cool pour rester sur le plancher. Parce que oui, un cabinet 2 joueurs comme ça, il s'agirait de rajouter un deuxième bouton et on pourrait avoir un excellent shoot 'em up. Et c'est ce que je veux, OK? Ultimement, j'aimerais pouvoir mettre Dodonpachi là-dedans avec... je suis pas mal sûr que c'est en Jama et quand je vous dis, là, je l'ai même pas encore ouverte ou déplacée, mais je suis pas capable vraiment d'identifier la silhouette du câble. Et je trouve ça étrange qu'il ait mis un piton start ici parce que la game est déjà en free play, alors c'est bizarre. Mais il est quand même en shape, je trouve. Franchement, le cabinet, là, je suis content, là. Les coins sont pas complètement pétés. Et puis, voilà. Alors, mais je reconnais pas c'est quoi. Alors, hein? Ben voyons. C'est une Sega? Voyons non, comment ça, c'est une Sega? C'est quoi cette game de Sega-là? Attends une minute, là. Je connais les games Sega. Puis, c'est quoi la silhouette de cette game-là?
Parce que là, on s'entend que c'est pas une Frogger, c'est pas une Sub-Rock, là, ou je sais pas quoi. Bon, dans le but de continuer la magie, j'ai dévissé. Découvrons. Ah, le fameux interrupteur à gauche qui montre que c'est sûrement, en effet, bel et bien une Sega. Oh, c'était une Alien Syndrome! Ah ouais, Alien Syndrome! Et sûrement le PCB qui a été vissé le plus à la volée ever. Et on a bel et bien un JAMA. Alors ça me simplifie la vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est la feuille de Klax. Hey, j'aurais-tu envie de mettre Alien Syndrome? C'est pas la game la plus haute de Sega, là. Nos petits cartons sur comment jouer Klax. Mais franchement, le système électrique est assez succinct et bien fait. Alors, avec ça, au moins, je me fais pas trop chier. J'aurais pas à refaire ça. C'est pratiquement du plug and play. De mettre un JAMA et de refaire un kit, un package visuel. Eh ben, Alien Syndrome. Cabinet d'idées d'Alien Syndrome. C'est tentant, mais j'aurais préféré mettre Contra tant qu'à ça. Parce que sinon, c'est ça, moi, ce que j'aurais voulu, c'est mettre l'écran vertical aussi, pour mettre de Donpachi. C'est vraiment le temps que je donne de l'amour à la centigrade qui, j'avoue, j'ai pas donné aucune minute de temps dans ma machine depuis que je l'ai enfin récupérée il y a peut-être 1 mois et demi. C'est assez désastreux et il y a des affaires qui me chicotent depuis le début, c'est-à-dire de mettre enfin des LED pour refroidir toute cette machine qui chauffe et chauffe. Et aussi, je veux investiguer un drôle de problème. Regardez ce que je vais faire avec l'interrupteur. L'interrupteur est brisé. L'interrupteur est shorté. C'est la première fois que je trouve un interrupteur brisé sur une pinball qui est en mode constamment on. Alors, j'ai trouvé un autre interrupteur qui est sensiblement aussi efficace, mais qui est plus genre nouvelle génération, parce que les Gottlieb, c'est des push-buttons. Ça, c'est vraiment une switch à bascule, si on pourrait dire. Mais bon, petit détail. Je vais m'en accommoder sans problème. Sinon, ben, j'ai reçu quand même déjà pas mal de pièces depuis que je l'ai acheté. Donc, entre autres, les fameuses LED baïonnettes. J'ai reçu les Overkill plates de support pour les pièces de bois ici. J'espère que ça va faire parce que j'aimerais être capable de me débarrasser du système écrou et washer et reprendre une bonne plaque. En fait, à l'origine, c'est des petites plaques comme ça, mais elles brisent, elles usent et ne font pas de soutien latéral sur le côté du cabinet. Et comme la machine se fait brasser pas mal, éventuellement, j'aimerais ça pouvoir la solidifier avec ça. Et j'ai reçu aussi le toujours et ultra bon kit de Patelrock que j'aime beaucoup, qui, mon Dieu, c'est depuis 2007 que j'achète des kits à Patelrock. C'est même pas difficile pour moi d'encourager ce produit québécois-là parce que c'est impossible de faire mieux. Côté prix, côté qualité, je suis sur le point d'ouvrir dans à peu près 40 minutes. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, on va focuser uniquement sur mettre des LED. Je vais commencer par ça et essayer de voir, là, justement, peut-être, si j'ai le temps, dévisser le cap pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'interrupteur, mais aussi essayer de comprendre pourquoi il y a comme une espèce de hack qui fait en sorte que A et C est connecté ensemble. Et puis, pourquoi... Ah! OK, non, c'est soudé. OK, je pensais sur le coup qui était cassé. Puis après ça, essayer de comprendre aussi pourquoi quand on fait les drop targets, les 2 lumières allument ici. C'est pas supposé. C'est supposé être en alternance. OK, ça fait que sans plus tarder, on va refroidir la section du backglass. C'est vraiment un beau produit, les Retro Bright de Comet Pinball. Ça donne exactement l'effet incandescent qu'on aime dans les électromécaniques. Et
Là, après ça, ce que je me suis rendu compte, par exemple, le backglass est vraiment en shape. Là. Il est en très, très bonne forme. Ça me donne pas envie de faire des retouches parce qu'il est pratiquement beau comme ça. La seule affaire que j'ai remarqué, c'est que le 60 ici est quand même pas mal écaillé, ce qui laisse à penser que peut-être que le système de compteur ici, qui fait en sorte que ça change normalement, à chaque fois qu'on fait des 10 points, ça, c'est supposé être activé. Et c'est ce qui crée le random, en fin de compte, sur les lumières. Ah, puis c'est aussi ce qui fait l'alternance des... C'est cool, hein? Alors, à chaque 10 points, normalement, ou 100 points, ça alterne. Mais c'est supposé aussi faire varier la lumière qui est ici, qui fait en sorte que, dépendamment de... Comment dire, quand on termine avec 50 points, si on a la même lumière qu'allumée en arrière ici, ça nous donne une partie gratuite. J'ai l'impression que ça ne fonctionnait pas très bien parce que pour que ça gondole comme ça veut dire qu'il y a une lumière incandescente qui est restée allumée très longtemps ici. J'aime ça être cow-boy, il me reste 10 minutes avant mon ouverture, puis là je suis en dessous du playfield à changer les lumières LED. Écoutez, on est mardi, il risque pas d'avoir une très grande achalandage. Allez, on fonce. OK, il est 4 heures, je viens tout juste d'ouvrir les portes rapido presto, je close la capsule là-dessus. J'y suis parvenu, j'ai réussi à tout mettre en LED, incluant celui-ci, sauf que j'ai remarqué qu'il y a un fil de dessoudé en dessous. C'est pour ça qu'il n'allume pas. Mais sinon, tout est en LED, upside down, over and out. Alors, ça va clore la capsule là-dessus. Merci beaucoup d'être à l'écoute, portez-vous bien, partagez, abonnez-vous et j'étais bien parti, hein? Je m'en alignais vraiment pour faire une super bonne finale. Mais des fois, je les rate. Ben oui. Mais pas tout le temps du premier coup. Hey, merci beaucoup. OK, salut, bye.